Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 56e numéro, c'est le retour des épisodes d'entretien, de conversation et cette fois-ci, c'est avec Astrid Cuvilly, ma consoeur du cabinet Agile Qualité. Bonne écoute. Nous voici donc au micro de l'huile dans les rouages avec Astrid Cuvilly. Alors Astrid Cuvilly, vous avez déjà entendu ce nom certainement si vous suivez un peu de l'huile dans les rouages puisque c'est tout simple, on est voisins, on est collègues, on est confrères, je ne sais pas trop comment on peut dire, et on travaille dans le même bureau. Donc c'était tout à fait logique d'inviter Astrid à ce micro. Et puis c'est pas uniquement parce qu'on est voisins que Astrid a des choses à nous raconter. C'est aussi parce qu'avec Astrid, on a à la fois des points qui nous rapprochent. On travaille tous les deux sur les démarches qualité, mais on a aussi des points de différence, notamment notre parcours, notamment, je dirais, nos différentes approches de mission, etc. Et puis, on se connaît par le Club Agile aussi de Normandie. Et tout simplement, Astrid a un nom d'entreprise qui s'appelle Agile Qualité. Donc, c'est vraiment un sujet que moi, j'ai abordé, je dirais, à ma sauce depuis que j'ai fait les podcasts, l'agilité, la qualité. Mais c'est que mon son de cloche. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir quelqu'un qui l'expérimente aussi au quotidien. Et après cette petite présentation, je vais te laisser, toi, Astrid, de te présenter. Déjà, merci Nicolas de me recevoir dans ce podcast. Donc, je m'appelle Astrid Cuvilly. Effectivement, j'ai créé Agile Qualité il y a pratiquement 3 ans. Ça sera bientôt l'anniversaire de ma structure le 1er mars 2022. Ça fera 3 ans. Moi, ça fera 4. On est en même temps, mars. Ouais. on est voisins on est cousins. Voilà, c'est ça. On est cousins de structure. Alors, pourquoi ça s'appelle Agile Qualité. Alors, qualité, parce que j'accompagne les structures dans leur démarche qualité au sens large. Donc, il y a la plus connue qui est la démarche ISO 9001. Mais après, dans différents types d'activités, il y a des démarches autres que l'ISO 9001, mais qui s'en inspirent très fortement. Et la partie agile, c'est parce que j'ai découvert l'esprit agile, je vais dire ça comme ça, il y a 4-5 ans, donc via le Club Agile, mais je m'y intéressais auparavant. Le Club Agile, qui est une association loi 1901, m'a fait découvrir les outils, méthodes, pratiques autour de ça. Et dans l'agilité, ce que j'aime bien, c'est la partie les humains, on va dire, les collaborateurs avant le process. C'est tout ça qui m'attire, et d'être malléable, j'ai envie de dire, par rapport dans une organisation, par rapport aux collaborateurs, et pas faire passer les procédures avant les humains, mais d'abord les humains. C'est ça qui m'intéressait. Reprendre les principes et valeurs agiles, en fait, finalement. Ouais. C'est ça que exactement. tu as... Et je me rendais compte que finalement, je faisais ça sans connaître l'existence, on va dire, de la culture agile, mais je faisais ça auparavant quand j'étais salarié, quoi. D'accord. Donc en fait, c'était presque un passage obligé d'arriver là à un moment, puisque c'était déjà quelque chose qui t'intéressait, même si c'est souvent ce que j'utilise, c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Et puis, exactement. Voilà, on a une sorte de révélation un jour, on se dit, en fait, j'ai plus ou moins toujours fait ça, il me manquait peut-être de mettre les bons mots sur les sujets, quoi. C'est exactement ça, oui. Je me suis rendu compte que finalement, je pratiquais l'agilité, alors pas experte, sans le savoir. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, j'avais cette mentalité-là que je pratiquais auprès des équipes avec qui je travaillais, quoi. D'accord. Et c'est vrai que tu as évoqué des mots qui peuvent paraître un petit peu antinomiques de temps en temps. Tu as dit les humains avant les processus, alors que finalement, quand on pense qualité, on pense peut-être un peu l'inverse de temps en temps. Alors en tout cas, dans l'imagerie populaire, en tout cas. Et est-ce que c'est pas justement trop antinomique d'avoir ces deux noms-là? Est-ce que pour tes clients, c'est pas quelque chose de surprenant d'avoir ces deux noms accolés? Eh ben non, on m'a jamais fait, aucun de mes clients m'a fait la remarque. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, la partie, quand on parle qualité, en général, les gens pensent à procédure, rigueur, quelque chose de tellement rigoureux qu'on ne peut plus bouger. Alors que non, la nouvelle version, en tout cas l'ISO 9001, c'est plutôt non, on bouge et on évolue par rapport à son contexte. Et c'est ça qui est bien, enfin, ça rejoint l'agilité dans ce sens-là, c'est qu'on évolue par rapport à son contexte, à ses clients, à ses collaborateurs, et puis à tout ce qui se passe autour de nous au sens large de l'environnement, quoi. Exactement, pas rester figé et rigide. Exactement. Au contraire. C'est ça. Et justement, tes typologies de clients, sans forcément peut-être dévoiler de nom, mais c'est quel type de prestations que tu opères chez tes clients, et comment ces deux notions d'agilité et de qualité se mettent en pratique? Alors pour l'instant, j'ai plutôt des typologies de petites entreprises, TPE, petites PME. Donc
on va dire 3 offres principales qui sont l'externalisation de la fonction qualité. Mmh. Donc pareil, des petites structures qui n'ont pas les capacités d'avoir un responsable QSE à temps plein, et donc j'interviens à hauteur de 1 jour ou 2 jours par mois. Enfin voilà, Mmh. c'est variable. Donc c'est en ce sens-là que c'est agile, c'est que ça s'adapte au budget et aux besoins du client. Et le fait de rentrer dans la société, pareil, il faut savoir avoir un langage adapté par rapport aux personnes qu'on a en face, quoi. Donc il y a ça. Il y a la partie réalisation d'audit interne. Mmh. Et la partie accompagnement à la certification ISO 9001, où là aussi, la norme en elle-même, elle a un langage assez spécifique. Et moi, je m'adapte au langage du client, et ce qui fait que quand il y a des audits de certification, j'essaie, on va dire, de rééquilibrer les choses pour que tout le monde se comprenne. Voilà, Oui. des fois, il faut avoir un peu être interprète, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu alignes les phrases et les mots Exactement. avec les mots des uns et des autres pour Voilà. que ça soit compréhensible par tous, en fait. Et Ouais, c'est ça. c'est ça la difficulté. Et tu travailles plutôt dans l'industrie, dans d'autres domaines? Parce Alors, que on pense souvent à la qualité comme la qualité en sens produit. On va fabriquer un matériel, un dispositif, etc. Mais la qualité, c'est pas que ça. Est-ce que toi, tu as des déclinaisons, des démarches qualité autres que l'industriel? Alors, moi, je viens de l'industrie, donc Mmh. par nature, je suis allée vers l'industrie en premier, parce que je travaillé 10 ans dans l'industrie, donc c'était vraiment un secteur c'est un secteur toujours qui me plaît, qui m'attire, la production de quelque chose. Mais j'avais j'avais repris une année d'études aussi au CESI, justement pour me perfectionner, on va dire, sur tout ce qui est système management de la qualité. Et là, j'avais fait mon étude au sein d'une clinique. Donc là, c'est ce qu'on appelle le milieu sanitaire, tout ce qui est clinique et CHU. Et donc là, on ne produit rien, on prend en charge les patients et leurs familles, on va dire ça comme ça. Donc là, voilà, c'est une autre démarche qualité qui est, on va dire, c'est un référentiel rédigé par la haute autorité de santé, mais qui est en gros de l'ISO 9001 appliqué au sanitaire, Une quoi. déclinaison, Voilà, finalement, pour un peu, oui. faire bref. Donc voilà, ça s'applique à d'autres secteurs. J'ai un client qui est, lui, on va dire, commerce de gros, et voilà, pour faire simple, c'est ça. Donc D'accord, ouais, c'est de la vente, quoi. c'est encore une autre approche, voilà. C'est encore autre Mais chose. comme quoi, encore une fois, ça peut s'appliquer à Oui. beaucoup de choses et pas uniquement les grands groupes. Parce que Non. de ce que tu me dis, c'est plutôt des structures de taille comme la plupart des entreprises en France, hein. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas que les grands groupes, les gros industriels qui peuvent se lancer dans ce type de démarche. Au contraire, c'est quelque chose qui peut fonctionner sans aucun souci, quoi. Ouais, ça va de là, un client de 9 salariés à une quarantaine de salariés, quoi. D'accord. Ok, donc, et effectivement, comme tu disais, dans ces cas-là, ils n'ont pas forcément de responsable qualité à temps plein. Non. C'est quelqu'un qui va avoir une double casquette de temps en temps, qui va faire un peu ça, qui manque peut-être un peu de l'expérience et de l'expertise. C'est ça, ouais. Alors, c'est tout à fait ça. ça, c'est la partie un peu ISO, je dirais classique, mais tu fais aussi, tu as une nouvelle casquette, parce que tu parlais de ta formation saisie, mais tu as repris des études Ouais. l'année dernière, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, quand même, Astrid, faut quand même le dire. Et donc, là, tu as passé un diplôme universitaire, si je ne dis pas de bêtises, mais qui s'adresse à qui? Enfin, un peu, quel est son thème et dans quel but, en fait? Est-ce que ça vient compléter ce que tu fais déjà ou c'est pour faire autre chose? Alors, ça vient à la fois compléter. Dans mon idée, c'était à la fois de venir compléter et de me perfectionner dans ce que je faisais. Donc, c'est un diplôme universitaire qui s'est créé en 2020, septembre 2020, qui s'appelle praticien en coaching et facilitation. Donc, ça se passe à Rouen, enfin l'université de Rouen, et plus précisément à Mont-Saint-Aignan. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir cette posture de coach, qui est un peu un art de bien savoir questionner ses clients, etc., que je voulais ajouter, et plutôt dans mes accompagnements actuels, que je voulais perfectionner. Et au fil de cette formation, qui, je précise, qui est excellente, parce qu'elle continue, il y a beaucoup de demandes, il y a eu tout un parcours sur la partie coaching, et la facilitation, c'était quelque chose aussi qui m'attirait depuis aussi plusieurs années. La facilitation, c'est vraiment... c'est le cas de dire, faciliter les échanges au sein d'un collectif quand ils ont une réflexion sur... les sujets sont assez variés, quoi. Et donc j'ai été diplômée en juillet 2021. Et donc, ça m'ouvre des portes. En tant que coach, ça m'ouvre des portes. En tant que facilitatrice, ça m'ouvre des portes. Et l'idée, c'est de développer aussi cette partie plutôt facilitation et accompagnement des collectifs, on va dire ça comme ça. Et en parallèle de ça, j'ai repris on va dire une marque qui s'appelle La Fabrique Agile, qui est un collectif de facilitateurs en Normandie. Et je coordonne cette équipe. Donc tout le monde est indépendant, mais on peut répondre à des besoins un peu plus importants, ou un séminaire avec beaucoup de monde. Voilà. C'est l'idée d'être en Normandie auprès des entreprises normandes,
et organisation, parce que ça peut être association, ça peut être d'autres choses. Mais voilà, s'il y a un besoin de plusieurs facilitateurs, on est en capacité de répondre et on a chacun des expériences diverses et variées, quoi. Et des valeurs ajoutées diverses et variées. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, puis on voit finalement dans ton discours que c'est pas très éloigné de ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu présentais l'agilité, effectivement. Fabrique agile, facilitation, tout ça. Enfin, on voit que tout ça, c'est un peu les mêmes éléments d'un grand ensemble qui va dans le sens de... Encore, je vais répéter des mots que tu as dit, mais de faciliter finalement le quotidien des gens. Dans un sens, c'est mettre de l'huile dans les rouages, pour ramener un peu au nom du podcast, mais c'est pour ça aussi qu'on est souvent d'accord et qu'on a souvent des points de réflexion communs. Mais c'est cette approche-là, effectivement, qui est intéressante d'avoir finalement une méthodologie. C'est ça, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement, tu as acquis de la méthodologie avec ces formations, en fait. C'est ça, oui, c'était venir compléter... mon expérience de ce que j'avais vécu auparavant. Quand j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai mené une équipe pluridisciplinaire et j'ai toujours considéré que ceux qui avaient les solutions aux problèmes techniques qu'on pouvait rencontrer au sein de l'usine, c'était les opérationnels, ceux qui produisent. Et ça me paraissait d'une logique complètement implacable. Enfin, dans mon esprit, tout le monde pensait ça. Et je me suis toujours appuyée, moi, sur les opérateurs pour régler les problèmes qu'on pouvait rencontrer. J'ai été formée par les opérateurs, par des techniciens qui m'ont appris le métier précisément de ce type d'industrie, qui était la fabrication de tuiles. Mais voilà, c'est eux qui avaient cette connaissance-là. Moi, je pouvais coordonner, mais l'expérience vraiment technique, c'est eux qui l'avaient. Et c'est vrai que quand il y a des résolutions de problèmes, je m'adressais près d'eux et c'était la réflexion à plusieurs qui nous permettait de résoudre les problèmes, en fait. Ouais. Donc, j'appliquais finalement de l'agilité et un peu de facilitation sans avoir ces mots-là précisément. Quoi. C'est là, enfin, de toute façon, je dirais le travail collaboratif, ça montre toujours, enfin, ça porte toujours ses fruits de ce que j'ai pu expérimenter aussi. C'est-à-dire que l'ensemble vaut plus que les individus, quoi. En fait, c'est ça, c'est la somme de tout vaut plus que uniquement l'addition des individus. Et on le voit aussi, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, dans le club agile, puisque tu as aussi cette casquette-là que tu as rapidement évoquée, mais tu es quand même animatrice de l'antenne de Rouen. Là c'est plus, je dirais, une activité de bénévole, mais on sent derrière qu'il y a quand même aussi une volonté de partager ce que tu sais, d'acquérir aussi des autres. Tout à fait. Et là, on expérimente souvent des ateliers de cet ordre-là, collectif, collaboratif, intelligence multiple, etc. Et tout ça, c'est... tu arrives à mener tout ça de front parce que là, quand on fait la liste de tout ça, et puis en plus, tu es formatrice au CESI, enfin voilà, si on met tout ça bout à bout, c'est quand même... c'est une gestion du planning pointue, très pointue. Par mes moments de stress, je passe ma soirée à examiner mon planning pour savoir comment je vais positionner telle ou telle chose. Quoi. Des fois, c'est à la minute. Plus la gestion de la famille à côté, les enfants et tout ça. Donc, c'est vraiment une gestion du planning assez pointue. Alors après, j'ai un côté assez organisé, donc c'est un truc que j'aime faire aussi, donc ça me va. Et le club agile, c'est vraiment... partager, transmettre, faire découvrir aux autres, mais aussi moi me nourrir. Donc c'est vrai que comme je le dis des fois au club agile, je vous propose des choses qui moi me plaisent moi en premier, et puis a priori ça plaît à d'autres, donc il y en a des gens qui viennent, donc c'est plutôt agréable, ça permet de faire des rencontres aussi, ce que j'adore. Donc voilà, ce matin je préparais avec une consoeur du DU le prochain meet-up qui est le 8 mars, et elle m'a appris plein de trucs, donc c'était génial. C'est moi qui propose et puis finalement c'est moi qui apprends plein de choses. Donc c'était super. C'est gagnant-gagnant finalement. Voilà, complètement. En fait. Toi, tu mets à disposition finalement un créneau et puis le nom du club agile, et puis derrière les gens peuvent venir s'exprimer. Exactement. Et l'idée c'est que les gens qui viennent partagent aussi leurs bonnes idées, leurs astuces, leurs commentaires. Enfin voilà, tout le monde est bienvenu. Oui, c'est bon à prendre. C'est vrai que c'est bien de le rappeler. Effectivement, c'est participation libre, adhésion facultative, mais ça n'empêche pas de venir aux ateliers. Moi, ce que j'ai toujours trouvé, enfin, c'est là qu'on s'était rencontrés il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais c'est au tout début où tu avais lancé ta structure. Et ce qui m'a toujours impressionné dans ces activités d'agilité, et ça rejoint ce que tu dis, c'est d'arriver à faire travailler des gens ensemble et de faire aboutir concrètement. C'est-à-dire que souvent dans les ateliers, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. Et par contre, à la fin des 2-3 heures qu'on a passées ensemble, on a réussi à construire des gens. C'est-à-dire que les gens ont appris à se connaître en 3 heures, à identifier un problème et à le résoudre dans ce laps de temps. Et on se dit, si on arrivait à décliner ça dans les entreprises, alors que les gens déjà se connaissent, normalement, en théorie, on gagnerait un temps fou à être efficace, finalement, sur pas mal de sujets, quoi. Oui, complètement. Bah là, les gens, ils viennent... Effectivement, souvent, ils ne se connaissent pas. Et à chaque fois, il y a des nouveaux. Donc, on redémarre à chaque fois à zéro avec un groupe qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas et qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent faire.
Et puis au final, les gens sont plutôt contents à la fin. Donc c'est vrai qu'on arrive à expérimenter quelque chose et à en faire quelque chose derrière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et tout ça, c'est le fait qu'on partage, qu'on échange, qu'on communique et qu'il y ait un dialogue. Et ce qui, des fois, peut un peu manquer au sein Oui. des entreprises où le dialogue, où la communication, c'est juste je vous communique une info, puis il n'y a pas de retour, quoi. Mm. Alors que la communication, c'est c'est dans les deux sens, quoi. Et c'est quelque chose qui manque, ouais. C'est un peu le problème quand on se connaît trop finalement, peut-être aussi. On se dit Peut-être, plus ouais. tout à fait les choses, on pense que, enfin, il y a beaucoup d'implicite en fait, Ouais. et on dit plus assez d'explicite, alors que quand on se connaît pas, on est obligé d'être explicite pour arriver à se comprendre. Ouais, Ça peut-être doit aussi, ouais. pouvoir, ça doit jouer donc l'intérêt de faire appel à des consultants extérieurs pour un peu remettre de l'ordre entre guillemets, ou de la méthodo plus que Ouais. de l'ordre en fait, parce que l'ordre c'est pas forcément ça peut faire peur en plus ce mot. On va éviter de dire ça. Mais et justement, pourquoi tu as choisi d'être consultant? Parce que tu as dit que tu avais une première vie de salarié pendant une dizaine d'années dans l'industrie. Pourquoi finalement ce choix? Pourquoi ce choix? J'ai une première expérience qui était ultra enrichissante où j'ai participé à 2 démarrages de sites de prod. Et à 25 ans, j'ai vraiment eu une chance incroyable et je me suis vraiment éclatée. C'était dans l'industrie. Après, j'ai travaillé dans une autre type d'industrie qui était la fabrication de bouteilles en verre, où là aussi je me suis éclatée. Mais j'ai l'impression toujours qu'il fallait que je reste à ma place. Enfin, je pouvais pas faire de la com, je pouvais pas faire la compta. Alors, c'est pas le truc qui m'attire le plus, la compta, mais voilà, j'ai l'impression que on est à notre C'était dans ta place, case. et puis voilà, on ne doit pas sortir, ouais, exactement, on doit pas sortir de sa case. Et je sentais qu'il manquait un truc, quoi. Je savais pas quoi dire, mais il manquait un truc. Après, j'ai eu un premier enfant, deuxième enfant, et puis la vie a fait que je travaillais un peu loin de mon domicile. Je voulais travailler différemment. Je savais pas comment, mais je voulais ça, c'était certain, je voulais travailler différemment. Donc, c'était à moi de définir comment j'allais travailler différemment. Et la meilleure solution a été de me mettre à mon compte. Il y avait ça, et il y avait la deuxième chose, comme je venais de l'industrie et que j'avais découvert le sanitaire, je voulais à la fois travailler pour l'industrie et pour le sanitaire. Et un cabinet de recrutement m'a dit, madame, il va falloir choisir. Et dans ma tête, j'ai dit, ouais, t'as raison, je vais choisir. Mais je vais choisir travailler avec tout le monde. Oui. Et donc, c'était l'option, c'était, je me mets à mon compte pour travailler avec ceux que j'ai envie, avec tous ceux avec qui j'ai envie de travailler. Finalement, Donc, voilà. tu es dans une case, mais c'est toi qui t'es construit ta case Voilà, en fait maintenant. C'est ça exactement. la différence, c'est pas quelqu'un qui te l'impose, c'est toi qui t'es posé tes propres limites et de dire la seule. Voilà, c'est moi qui définis un peu les règles du jeu. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'en es satisfaite? Qu'est-ce que tu apprécies le plus justement dans ton métier? Qu'est-ce qui t'anime, te motive le matin pour aller bosser? C'est la diversité. Ce que j'adore, c'est la diversité des secteurs d'activité. Enfin, je rencontre des fois des pépites, des entreprises, mais j'aurais jamais imaginé. Donc ça, c'est la découverte de déjà des gens, des secteurs d'activité. Et je tombe sur vraiment des entreprises assez exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment génial. La liberté de gérer mon planning comme je le veux aussi. Enfin, voilà, si je sais pas, la semaine prochaine, mardi, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Oui. Enfin, si j'ai pas déjà un rendez-vous avec un client, mais voilà. Donc, t'as l'air d'avoir un planning bien chargé, donc ça m'étonnerait. Voilà. Donc c'est ça, c'est de pouvoir ajuster mon planning comme je veux. Et puis je sais pas, un jour avoir compte à rendre à quelqu'un qui pourrait dire non arbitrairement. Ouais. Enfin, voilà. Ou des fois où on est à son boulot, on est à son travail de, je sais pas, 8h30 à 17h30 ou 18h le soir. Et puis à 15h30, on n'arrive à rien, mais on est au boulot, on est obligé de rester. Moi, si un jour je suis à mon bureau que j'arrive à rien, à la limite, je m'en vais. Ça sert à rien que je reste devant l'ordinateur m'andouiller, quoi. Je dis, je vais prendre l'air. Et ça, quand on est salarié, on peut pas se le permettre, quoi. Alors que du présentéisme qu'on retrouve dans les entreprises, les gens qui restent parce qu'ils doivent faire un nombre d'heures et pas parce qu'ils ont des missions à faire. Etc. Voilà. Donc c'est tout ça que vraiment la rencontre avec les gens. Je fais beaucoup de réseaux et c'est parce que je pense que j'adore rencontrer les gens et des activités que j'aurais même pas imaginées. Enfin voilà, je pense que j'étais assez bloquée dans mon milieu de l'industrie et alors là, je découvre plein de secteurs d'activité. J'aurais même pas imaginé. Oui, écoute, c'est une bonne promo pour se lancer à son compte, ton discours là. Enfin moi, t'as pas à me convaincre, mais je pense que s'il y a des gens qui t'écoutent, ils vont se dire, mince, c'est vrai que ça doit résonner dans pas mal de gens. Enfin moi, c'est des discours que j'entends régulièrement, hein, donc. Oui, je pense. Mais après, tu as toujours le cap à passer qui n'est pas toujours évident et que tout le monde n'a pas envie non plus d'être. Comme tu disais, de faire et de la compta et du commerce et du machin. C'est aussi un peu un horizon un peu inquiétant pour quand on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, c'est pas forcément inciter les gens ou vouloir leur faire peur ou quoi que ce soit. Et du coup, tu évoquais tes différentes activités, tes différents clients, mais finalement, pourquoi on te sollicite? Est-ce que c'est par la facilitation, par les aspects qualité, par les aspects coaching, la fabrique agile? Quelle est la porte d'entrée? Est-ce qu'il y en a plusieurs peut-être? Oui, alors il y en a plusieurs. La première, comme Agile Qualité, existe depuis 3 ans et je suis connue, on va dire, à Street QVI, Agile Qualité, les gens ont bien matché le truc. Donc ça vient plutôt sur la partie démarche qualité pour l'instant.
Et ça commence sur la partie plutôt facilitation, animation d'atelier. Et là, ça commence depuis cet automne aussi. Donc, en fait, j'ai D'accord. une porte d'entrée plutôt sur la partie démarche. Mm. Bon, il y a démarche qualité, organisation d'un côté, et plutôt sur une partie facilitation qui commence, qui est en train d'arriver. Ouais. D'accord. Donc, j'ai deux portes d'entrée. Donc, sur la partie démarche qualité, là, voilà, j'ai un client avec qui je vais démarrer. C'est vraiment la fonction externalisée. Ça peut être des audits, principalement. Oui. L'accompagnement à la certification ISO 9001, comme j'ai dit précédemment, et puis la facilitation, ça commence à arriver. Ouais. Et on évoquait le côté vraiment motivant tout à l'heure de ton métier, tout ça, mais quelles sont les principales difficultés que tu peux rencontrer dans ton activité et comment tu mets en... Alors, tu nous as parlé de ta consultation compulsive d'agenda le soir avant de t'endormir, mais il y a peut-être d'autres façons d'arriver. Là, c'est quand tu es... C'est pas la prévention, là, c'est quand tu es au pied du mur. Mais là, c'est quand c'est une période de stress forte. Là. La difficulté, c'est de... Alors, il y a vraiment la partie gestion de son planning, savoir quand il y a plusieurs clients, de leur trouver des créneaux, etc. Donc, quand le planning se charge, donc c'est anticiper ça. Et ça peut être aussi quand on veut... là, ce que j'ai rencontré, moi, c'est quand on a déjà une activité, qu'on vient insérer une autre activité aussi, qu'on veut développer de nouvelles offres. C'est pas facile. Enfin, des fois, même si on peut avoir du réseau, des connaissances, on est seul décideur aussi. Et c'est pas facile de gérer ces deux choses, quoi. Un truc qui roule déjà, agile qualité, et puis un truc qu'il faut intégrer. Donc, ça fait comme deux vitesses différentes qu'il faut réussir à gérer en même temps. Donc, ça, c'est pas... tout en étant seule maîtresse à bord et de se dire, il ne faut pas que j'en privilégie un au détriment de l'autre. C'est ça. C'est comment gérer. L'un, il continue sa route, mais l'autre, il doit venir et gérer les deux en parallèle, quoi. Donc, c'est ça qui n'est pas facile. Après, voilà. Le fait d'avoir un réseau permet d'avoir des gens qui sont susceptibles de m'accompagner et de m'aider dans ma réflexion. Pour te voir aussi au quotidien, encore une fois, on est dans le même bureau, tu es toute seule dans ton entreprise, mais tu t'appuies sur des consultants quand tu as un problème de tel type, communication, marketing, etc. Finalement, toi-même, tu externalises certaines prestations. Oui, complètement. Donc ça, c'est un moyen de remédier à des difficultés que tu évoquais. Par exemple, la compta, dès le départ, je savais que c'était pas mon truc. J'ai directement pris un comptable, quoi. Ça, je m'en occupe pas du tout. Ça, sur la partie com, j'aime bien faire ça, mais ça prend du temps, donc je vais peut-être l'externaliser aussi. Et sur la partie là, administrative, faire les deux, envoyer les factures, tout ça, c'est des trucs ça aussi, je pense que je vais l'externaliser aussi. Donc voilà, c'est savoir. Il y a le réseau pour avoir des prescripteurs, des clients, mais pour trouver aussi des personnes avec qui travailler et pouvoir... des experts. Voilà, exactement. Déléguer les tâches qui m'intéressent pas. Ou voilà, exactement, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas de faire faire les factures, c'est ce qui te fait vivre, mais c'est plus les encaisser que de les rédiger. C'est ça. Faut dire les choses aussi. C'est ça. Donc c'est ça l'intérêt. Et puis juste avoir du réseau pour échanger sur les offres, les actualités du moment, pour savoir comment évoluer, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc savoir s'entourer finalement, dans tous les sens du terme, à la fois pour le réseau, je dirais, réseautage en fait, et le réseau d'experts autour de toi. Très bien, donc c'est pas mal de bons points, je dirais, pour des gens qui nous écoutent, qui se poseraient ce type de questions. D'une manière générale, alors tu l'as évoqué, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as lancé ton activité, enfin tes différentes activités, parce que tu en as plusieurs. Parce que moi, une des difficultés que je peux avoir de temps en temps, c'est, je ne sais pas si tu l'as aussi, c'est quand tu arrives justement dans un domaine que tu ne connaissais pas du tout, il faut que tu t'appropries finalement à la fois le langage, les techniques, je dirais les us et coutumes aussi, la culture d'entreprise ou du métier ou de l'activité. Et ça, c'est effectivement, in fine, très bénéfique en termes de culture, mais au début, il peut y avoir du défrichage à faire. Ouais. Et est-ce que toi, tu as appris beaucoup de choses qui t'ont intéressé j'ai l'impression qu'en 3 ans d'indépendance, de statut indépendant, j'ai appris, mais comme jamais j'aurais appris en restant salarié. Donc c'est assez énorme. Toute la partie marketing, communication, ça, j'y connaissais rien. Donc ça, j'ai beaucoup appris sur comment approcher des clients, prospecter, ça aussi. Après, rentrer dans un nouveau secteur d'activité, ça me fait pas peur. Parce que quand je suis arrivée dans la clinique dont je parlais, je connaissais rien au sanitaire, moi. Donc j'ai tout un langage, un univers que je connaissais absolument pas, parce que moi j'étais industrie, j'avais tout le langage de l'industrie et encore un certain type d'industrie. Et donc maintenant,
Enfin, c'est pas. J'ai pris du temps pour le secteur sanitaire parce que là, ils ont un nombre Oui. d'acronymes qui est assez impressionnant, eux. Mm. Et donc maintenant, d'avoir vécu ça, je pense que maintenant, ça me fait pas du tout peur d'aller voir d'autres L'inconnu secteurs te fait pas d'activité. Ouais, forcément peur, au contraire même peut-être, ça ouais, t'intrigue, oui, oui, ça j'aime bien. aiguise ta curiosité. Ouais, complètement, ouais. Donc non, ça c'est pas. Je sais quoi là, il y a un temps d'adaptation, de langage, de machin, mais je m'appuie sur comme je l'ai fait auparavant. J'avais une formation d'ingénieur, mais on apprend. On n'apprend pas le métier par exemple fabrication de tuiles. Je ne savais pas fabriquer une tuile, donc je me Non. suis appuyée sur les gens qui sont dedans, les opérationnels. Donc quand je vais chez des clients, c'est pareil, je m'appuie sur les gens qui eux ont la connaissance du métier pour moi apprendre et comprendre le métier, quoi. Donc ça non, ça me fait pas peur, ça. Donc en fait, ce que tu dis, enfin c'est globalement aussi comme ça que je procède, mais pour des gens qui pourraient se poser la question, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert Non. de l'activité de production ou de service d'une entreprise pour pouvoir l'accompagner dans une démarche qualité, agilité, etc. Puisqu'en fait, c'est plus des méthodologies que tu Ouais. vas apporter que de l'expertise technique, auquel cas, ce serait plutôt C'est des bureaux ça, d'études, des choses exactement. comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on est là pour Ouais, les c'est ça. aider, quoi. Puis je Vraiment. pense que le fait d'être un peu, justement, pas du secteur, avoir un côté naïf et curieux, Ah. pour le coup, je pense que c'est aidant pour eux et pour nous pour avancer. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté, effectivement, quand on est entre soi, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Exactement. Et comme tu dis, le côté naïf, un peu, moi j'aime bien faire les questions un peu naïves, candides, etc. Des fois exprès, des fois pas exprès, parce que quand on ne connaît pas, on pose une question telle qu'elle nous vient, et des fois on nous dit ah bah on ne sait plus pourquoi on fait ça, ou on ne s'est jamais posé la question, parce que ça paraît tellement évident pour tout le monde qu'on ne remet plus en question des principes qui finalement n'ont peut-être plus lieu d'être des fois oui, mais le fait de se reposer la question, c'est de se dire ah bah peut-être que ça mériterait qu'on remette le sujet sur la table, alors qu'eux ne se posent même plus la question. Donc cette valeur ajoutée là, de temps en temps, c'est même, moi j'ai plutôt tendance à penser que de temps en temps, être justement pas expert, ça peut être même une force pour une entreprise de garder son expertise à elle, mais de faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui a juste une méthodologie, puis qui va peut-être les aider à pousser dans les retranchements et à s'améliorer, en fait. C'est ça. Complètement. Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant. Et puis, j'ai l'impression que chez les clients, en tout cas, ça se passe bien. Enfin, ils sont pas. En tout cas, moi, mes clients ne sont pas demandeurs d'experts de leur métier, quoi. Ils se disent pas ah bah, t'es qui pour me dire ça apprends d'abord le métier avant de venir me dire. Non, ils savent bien différencier, faire la part des choses. Ça, c'est intéressant aussi, quoi. Alors, justement, est-ce que tu aurais un succès particulier que tu pourrais mettre en avant, sans forcément donner de nom, hein, ça peut être générique, hein, si tu ne veux pas citer forcément de clients ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une réussite particulière où tu dis ça, je suis assez fier de moi, c'est quelque chose que j'aime bien présenter régulièrement pour dire que là, j'ai apporté quelque chose à une entreprise? En gros, c'est mon premier client que j'accompagne donc sur la fonction qualité externalisée depuis, ça va faire 3 ans quasiment, sur la partie gestion réclamation client, qui eux avaient tendance, quand ils avaient un retour de leurs clients, de toujours oui, effectivement, on a fauté, on vous reproduit, etc., sans jamais se poser la question de est-ce que vraiment, déjà, est-ce que c'est vraiment une réclamation, etc. Et donc, je les ai accompagnés à répondre à ce client qui est un grand client qui fait voyager les gens en France avec des horaires très précis, mais souvent en retard. Vous verrez de quoi je parle. Et donc, je les ai accompagnés à savoir répondre à ce client, savoir dire non. Et voilà. Et ça, c'était assez intéressant. Et c'est vrai qu'après, c'était vraiment sur une cellule de l'entreprise. Et après, on a présenté ça aux autres cellules. Et ça, voilà, savoir inculquer entre guillemets à mes clients qu'ils sont en capacité de pouvoir dire non à leurs clients eux-mêmes, d'une certaine manière, pas non ferme mais définitif, mais une certaine pédagogie pour qu'ils soient en capacité de dire non, mais je vous conseille ici ou je vous oriente. Et ça, avec ce client, ça a bien fonctionné auprès de son client à lui-même. Finalement, tu as apporté une petite touche de proactivité, finalement, peut-être un peu là où ils étaient réactifs uniquement, ils recevaient quelque chose et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire, ok, on réagit, bon. Mais là, ils sont peut-être plus dans l'aspect critique aussi. Et là, du coup, quand on devient critique, on peut potentiellement faire de la prévention en anticipation. C'est plus ça que. Ouais, c'était ça. Eux, ils étaient effectivement en réaction, et ce que je peux comprendre aussi. Mais là, l'idée, c'était de se poser les bonnes questions, parce qu'il y a des fois, ils recevaient des réclamations qui n'étaient pas du tout de leur fait. D'accord. Enfin, voilà. Ils n'ont pas eu conscience que des fois, ça pouvait venir d'un concurrent, par exemple. Ah oui, d'accord. Il n'y avait même pas d'analyse, finalement. C'était automatique, c'était traité automatiquement. Oui, ils voulaient bien faire en répondant vite aux clients et donc en reproduisant tout de suite. Mais ils se sont jamais dit, mais est-ce que c'est vraiment une non-conformité? D'accord. Donc, c'est ça, en fait. Toi, tu arrives aussi pour donner un petit temps de pause, lever la tête du guidon, finalement, pour dire, attendez, peut-être que vous avez raison, mais peut-être qu'on peut réfléchir autre. Faisons un pas de côté, laisse passer un peu le flot de l'activité du quotidien, et puis
on va regarder, on va réfléchir ensemble. Ouais, quoi. c'est C'est ça. vraiment cette approche-là. Ouais. Et c'est pas, je D'accord. voyais, c'est pas naturel. Et je vois chez d'autres clients, c'est pas du tout naturel de faire Mm. ça. Ils ont dans l'idée, vite, il y a un problème avec le client, on répond, ce qui est Mm. très bien, on répond tout de suite et tout ça, on réagit, on résout le problème. Mais des fois, on va pas le résoudre parce que Non, finalement, c'est pas un problème, quoi. Ou c'est un problème oui, qui correspond pas à ce client-là. on a, Ou on a réglé qu'une voilà, partie du voilà. sujet, quoi. Enfin, Donc, et ça, c'est pas évident parce qu'ils veulent vite faire et pour eux, vite faire, c'est bien faire, mais des fois, non. ouais, des fois, il faut prendre un peu le temps Ouais, pour travailler pour, la racine en fait voilà, du sujet, parce que exactement. le client il va être content sur le coup, mais si ça se reproduit, mais qu'à chaque fois il dit ah c'est bien, on me répond dans les 30 secondes, je suis content, mais à chaque fois je dois faire une Eh oui. réclamation, c'est pas une solution non plus, Non, quoi. voilà, c'est Enfin, ça. cette approche-là. Mm. Et puis, bah, donc là c'est le principal succès, mais est-ce que tu as, je dirais, le revers de la médaille finalement, quelques échecs? Alors échec, c'est pas forcément quelque chose de très très important, mais quelque chose pour lequel tu avais un objectif et ça n'a pas été atteint. Qu'est-ce que tu en as retenu finalement de ce type d'échec? Ouais, bah, j'ai une cliente que j'ai, on va dire, commencé à accompagner. Dès le début, j'ai senti que j'arrivais pas à cibler ses besoins. Mhm. Dès le début, j'ai senti que ça allait pas, mais j'ai quand même continué et sur les besoins qu'elle m'avait exprimés, mais que je sentais pas. Et très vite, finalement, ça a pas matché. Et en fait, je m'en suis voulu d'avoir continué et Mhm. persisté. Et je me suis dit, j'aurais mieux fait prendre le temps de bien détailler finement ses besoins, voire me dire, bah non, je le sens pas et ses besoins Ouais. sont pas clairs, il faut pas que j'y aille, quoi. Donc c'est là où entre guillemets, j'ai vendu de l'insatisfaction à une cliente. Mhm. Et c'est ça, là, là, forcément, ça touche. Bon, elle était embêtée, mais moi aussi, j'étais embêtée Ouais. parce que c'est ça. Et donc, voilà, ce que j'en ai retenu, c'était quand je le sens pas déjà, Mhm. bah, peut-être qu'il faut pas que j'y aille, ou je prenne le temps de plus poser les besoins. Et si la personne, elle dit non, mais moi, je veux pas prendre ce temps-là, dire, bah, moi, Ouais. j'y vais pas, quoi. Savoir dire non. C'était un peu ça. Si je le sens pas, savoir dire non. Un peu ce que tu viens de dire par rapport à ton client que tu avais Ouais, qui ouais, disait toujours oui et puis que ouais. mais enfin, j'ai eu forcément le même type Mm. d'expérience. Je pense que quand on est consultant, on est confronté à ça, à vouloir dire oui, mais surtout quand on est étiquette agile, etc. On va trouver une solution, puis pêcher un peu par optimisme aussi des fois, à se Ouais, dire on va puis. finir par embarquer les gens dans le Mm. truc, puis ça marche pas, ça marche Non, pas. ouais. Et moi, je peux avoir j'en ai une ou deux expériences comme ça que je pourrais aussi avoir. Ouais. Donc maintenant, c'est effectivement même constat que toi, c'est bien cadré dès le début Mm. et pas s'engager dans un truc qu'on n'arrivera pas à porter Ouais. ou par manque de compétences ou de nombre aussi, de ressources, hein, parce que des Ouais. fois c'est ça aussi, hein, il y a des clients qui peuvent être très exigeants. Voilà, donc, et en étant indépendant, Ouais. compliqué d'être Bah, c'est vrai un peu partout, quoi. ouais, bah, souvent on a besoin d'un nouveau client, on Mm. veut faire du chiffre d'affaires et tout ça, donc on prend, mais des Mm. fois, voilà, avec l'expérience, Ouais, c'est on ça. arrive à dire, bah ouais, non, des fois, il faut peut-être mieux pas prendre parce que ça va, entre guillemets, nous coûter plus Oui. que ce que. Et pas que ça desserve Voilà, d'autres parce que exactement. c'est trop chronophage Voilà, ou c'est ça. énergivore et tout Ouais. ça, quoi. Alors, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu t'impliquais souvent, enfin, tu allais plutôt sur le terrain, c'est plutôt des méthodes assez lean en fait d'ailleurs, c'est d'aller faire, Oui, c'est vrai. aller tout de suite sur Mm. le site de production, etc. Mais malgré tout, il y a quand même souvent du management dans les entreprises. Mm. Et comment tu arrives je dirais, fédérer autour de toi? Parce que les gens de terrain, en général, quand on va les voir, déjà, ça aide Ah oui. à fédérer. Mm. Mais les gens de bureau, de temps en temps, ils vont dire, enfin, ou le management, la hiérarchie, puisque c'est quand même eux derrière qui sont les décideurs. Comment tu arrives à les faire adhérer finalement à cette démarche et qu'ils disent pas encore, c'est un nouveau truc? Bah, c'est vrai que j'ai plutôt des petites structures, donc j'ai pas trop T'as pas trop de ce gens sujet-là? de bureaux, etc. Mais après, moi, c'est plutôt la pédagogie, la communication, leur expliquer enfin, comment je fais et pourquoi je le fais et Mm. dans quel sens je le fais, quoi, ce qui permet Oui. de les faire adhérer aussi. Mais c'est vrai que dans les structures que j'ai, c'est plutôt des petites. C'est plutôt des gens de terrain. Oui. Même mon premier client, il y a pas mal, enfin, il y a quelques gens de bureau, mais d'avoir partagé les expériences et les réussites qu'on a pu avec une des cellules, voilà, sur la partie gestion réclamation client, qu'on a partagé aux autres ce qu'on avait fait. Voilà, ils étaient tous entre guillemets emballés et voulaient, voilà, c'était donc la manière dont je fais, c'est un peu comme avec les gens de terrain où je vais les rencontrer. Mais les gens du bureau, pareil, je vais les rencontrer entre guillemets individuellement ou service par service pour prendre leurs besoins aussi, les écouter, Oui. prendre connaissance de leurs besoins aussi avant de leur proposer des choses voilà. Mais c'est plutôt d'abord l'écoute et Tu les et inclus, en en fait, voilà, c'est ça. ouais. Je pense que c'est ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu les inclus. Tu n'arrives pas en disant voilà, maintenant il va falloir faire Non. ça. C'est de bien comprendre. Et ça, ça peut être aussi une difficulté. Enfin, je sais pas si toi tu la rencontres, mais alors de moins en moins. Mais j'avais un peu des clients qui voulaient des solutions clés en main.
avec voilà, une norme ISO. Qu'est-ce qu'il me faut comme document? Vous me sortez les documents. Je dis, non, il faut déjà connaître votre entreprise parce que avant ça pouvait marcher, mais avec la nouvelle norme ISO version 2015, enfin la 9001 version 2015 et ses petites sœurs en QSE, c'est plus forcément ça. Ce qui va marcher dans une entreprise sera pas forcément adapté à l'autre, etc. Et ça peut être une difficulté peut-être. Je sais pas si tu le rencontres aussi toi dans ton domaine. Il y a une cliente où je sentais que c'était un peu ça. Elle voulait un peu à la fois j'ai l'impression qu'elle demandait ça, mais qu'elle comprenait qu'il fallait aussi qu'on comprenne que je comprenne le contexte, que je comprenne comment ça marche et tout ça. Donc et finalement elle avait plutôt je pense qu'elle penchait sur la partie où on peut recopier-coller, mais elle avait pas envie de ça. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, elle a fait plein de bonnes idées, donc elle a soulevé beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de choses, et ils ont pas mal avancé. Alors, le niveau au-dessus, il faut un peu plus de temps, mais après chacun avance à son rythme. Mais elle a compris qu'on ne pouvait pas faire du copier-coller, et je pense qu'elle n'avait pas envie de ça non plus. Donc finalement, elle a vite adhéré au fait qu'il fallait personnaliser par rapport à sa structure, quoi. Il y a toujours des grandes lignes, hein. On ne va pas vous dire que c'est que du sur-mesure, les normes Oui, ISO. non, mais déjà, il y a le cadre normatif qui impose des exigences. Mais ces exigences sont sujettes à pas interprétation, mais à adaptation par rapport aux entreprises. Complètement. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Et du coup, ça c'est aussi des entreprises qui me disent, moi, je ne peux pas me lancer dans une norme ISO parce que je vois mon voisin, il est ISO. Quand je vois tout ce qu'il fait, je ne serais jamais capable de faire tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est pas obligé. C'est à chacun d'adapter, d'avoir le système qui lui correspond. Donc ça, c'est aussi une bonne chose à connaître. Alors, on voit que tu es assez curieuse, que tu fais appel que tu aimes bien t'informer sur ce qui se fait, etc. Quelle est la place finalement de l'innovation dans ton organisation? L'innovation, pas forcément technologique, hein, ça ne demande pas forcément la dernière application que tu utilises, mais l'innovation au sens les choses nouvelles. Comment tu mets en place un peu d'innovation dans ton fonctionnement? Bonne question. Pour moi, innover, c'est faire quelque chose de nouveau régulièrement. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de veille pour m'informer sur l'actualité, sur les nouveautés, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez un client, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je vais m'adapter à son rythme, à son contexte, à sa connaissance. Donc, j'ai l'impression que même si c'est l'accompagnement à la certification ISO 9001, effectivement, il y a quelques points qui sont pareils chez les uns, chez les autres. Mais tout le reste, je veux dire 80%, c'est je refais une autre manière d'accompagner. Donc, la manière d'accompagner est à chaque fois différente. Donc, à chaque fois, c'est innovant parce qu'il faut s'adapter le secteur d'activité, au langage, à la vitesse de la personne et de l'entreprise. Donc à chaque fois, c'est différent, quoi. Voilà, donc c'est de l'innovation dans l'accompagnement, finalement. C'est plus ça, effectivement. Et après, j'essaie des fois leur montrer quelques outils et tout ça, mais pareil, je leur propose, après c'est eux de prendre en main pas ce genre de choses. Donc sur la partie qualité, c'est ça. Après, sur la partie facilitation, là, c'est l'innovation, mais c'est de la création, parce que là, c'est créer, imaginer on va dire comme une ingénierie pédagogique, mais une ingénierie de différents types d'ateliers qui permettra au client d'avoir son diagnostic ou le résultat qu'il espère derrière, quoi. Et ça, notamment, par exemple, comment tu trouves de nouveaux outils quand on parlait tout à l'heure des ateliers du Club Agile. L'autre jour, tu avais préparé un atelier, co-animé avec Jérémy Doledec, un atelier sur les icebreakers. Et tu en avais une liste d'outils comme ça. Comment se fait cette veille, particulièrement quelqu'un qui voudrait faire un peu une type de veille de cet ordre-là peut se rapprocher de toi déjà. Alors, il y a il y a des bouquins qui parlent de facilitation, il y a ça. Il y a le réseau aussi, avec le Club Agile, des gens qui savent que je m'intéresse aux icebreakers, donc qui m'ont envoyé des infos sur LinkedIn ou des gens à suivre. Donc il y a ça aussi. Là, il y en a beaucoup qui viennent des bouquins que j'ai pu acheter ou alors c'est pas si Internet, mais en tout cas c'est une personne sur LinkedIn qui met beaucoup d'infos sur les icebreakers. Et donc c'est une connaissance qui m'avait envoyé cette information-là. Dont tu as parlé justement, je suis en contact avec maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a Jérémy qui en avait aussi. Donc voilà, c'est le réseau des gens qui savent que je m'intéresse à ça, qui m'envoient des infos en fait. D'accord. Complètement. Voilà, donc encore une fois, on revient au sujet réseau, le côté bouillon de culture finalement que ça peut t'apporter d'avoir tout ça. Ok. Alors, on est dans la partie un peu retour d'expérience, mais aussi peut-être prospective. Comment tu vois ton métier? Parce que ça tu as travaillé 10 ans dans l'industrie, depuis tu as changé un petit peu pour devenir consultante, etc. Donc tu as quand même vu et tu rencontres plein de clients. Comment tu t'envisages ton métier dans les
dans les années à venir, est-ce que tu sens que tu continueras de faire la même chose? Est-ce que tu... Après, on peut pas écrire, t'as pas une boule de cristal, hein, mais comment tu sens la tendance, en fait, à la fois de tes aspirations et comment tu sens peut-être les clients évoluer, peut-être? Alors moi, déjà dans mes aspirations, ça serait on va dire, créer une offre ou imaginer une offre qui rejoint à la fois la facilitation et on va dire les démarche qualité. Mmh. Donc ça serait accompagner des organisations pour revoir leur organisation, leurs services, etc. Mais en injectant, on va dire, la facilitation, en gros, et des ateliers collectifs, que ça soit pas moi en tant que conseil qui vienne leur dire ce qu'il faut faire, mais que ça vienne eux. Donc plutôt créer des ateliers que eux ils imaginent leur nouvelle organisation, tout en ayant des touches de conseil ou d'ajustement par rapport à ça. Donc ça c'est ce que j'aimerais développer dans les années, enfin l'année, les années à venir. Les clients, ouais, alors après le Covid, c'est un peu difficile à savoir. Vraiment, pendant la période du Covid, il y a pas mal de petites structures, TPE, petites PME qui se sont mises à la certification ISO 9001, qui en ont profité, comme c'était calme, pour se mettre à la certification ISO 9001. Qui repoussaient ou qu'ils avaient mis dans un coin voilà, c'est et puis ça. ils se sont Et dit, qui bon, ont on a le dit, temps. voilà, on a le temps. Là, je le ressens moins maintenant. Donc, j'ai plus de mal à savoir quelles vont être les aspirations à venir. Je pense que là, en tout cas, en janvier, on a senti, avec le Covid, il y a un peu d'attente, il y a un peu de choses, mais je pense que la manière de travailler, de toute façon, a déjà évolué avec le télétravail, etc., le travail à distance. Après, je pense pas que ça va pas révolutionner non plus, mais voilà. Il y aura, je pense, toujours des démarches qualité, mais peut-être plus une organisation différente du travail qui va peut-être amener à bouger. Et donc, voilà, si je peux venir intervenir là-dedans, ça me plairait bien. Ouais. Ok. Et justement, pour quelqu'un qui débuterait dans ce métier, ou bien une personne qui sortirait de l'école et qui se dirait, tiens, moi je vais me lancer dans les démarches qualité ou dans la facilitation, quel conseil t'aurais à donner à ces personnes-là pour savoir justement anticiper les différents écueils que tu as pu rencontrer en disant, si moi je devais le refaire, je ferais différemment? En tant qu'indépendant, tu veux dire? Oui, ou même dans tes démarches qualité, facilitation, d'accord. les différents sujets, un conseil pour jeunes. Parce que je sais que j'ai des étudiants qui écoutent ce podcast, donc ça peut D'accord. les aider à se projeter peut-être dans leur métier futur. J'ai envie de dire, je sais que je suis intervenue pour la CCI, là, pour le club des repreneurs des entreprises, et le dernier conseil, je pense que c'est le dernier conseil que j'ai donné, c'était déjà de vous faire accompagner. Donc moi, quand j'ai créé ma structure, c'est la CCI qui m'a accompagnée dans la création de ma structure, et après d'autres réseaux, le comptable, etc. Donc j'ai envie de dire, quand vous avez une idée de quel que soit, mais j'ai envie de dire, faites-vous accompagner aussi. Donc il y a ça. Il y a deux, moi quand je vais développer une nouvelle offre ou que j'ai envie de développer un truc, je la partage, j'échange avec plein de gens, je leur explique ce que je veux faire, et comme ça j'ai les retours. Est-ce que ça passe par rapport à mon discours? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'ils adhèrent pas? Est-ce qu'ils corrigent? Est-ce Tu te que dis ça pas, capte j'ai une super idée, je la garde pour moi au cas où on me la piquerait. Non, voilà. Non, Non, complètement. Voilà. Il y a un peu ce côté rester en vase clos. Non, plutôt, toi, justement, c'est plutôt casser un petit peu les silos et les barrières et les frontières pour disant, de toute façon, j'ai plus à y gagner en faisant ça c'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. Vraiment, c'est vraiment partager. Ce qui vous permettra de voir est-ce que c'est viable ou pas, tout bêtement déjà, ou est-ce que les gens ils adhèrent, parce qu'on peut avoir une super idée mais qu'ils ne vont pas, donc ou qui est trop en avance ou en retard ou machin, et d'en parler avec les gens, ça vous permettra d'ajuster votre position, votre projet aussi, quoi. Donc voilà, moi je sais que j'avais eu à un moment une idée de quelque chose, je l'ai partagé avec plein de monde, puis je me rends compte finalement ça en tout cas, soit ça me conviendrait pas, soit ça irait pas à ce moment-là, donc voilà. Ça rapproche un peu de l'ikigai, tout ça, non? Ouais, aussi finalement, un petit peu aussi, pourquoi effectivement. T'es doué, pourquoi il y a du public et ce que tu aimes bien faire, quoi. Ça aussi. Bah oui, ça c'est une bonne démarche aussi de faire l'ikigai pour savoir entre ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime faire, et c'est vrai que se rendre compte de ce pourquoi on est doué, c'est pas facile parce que ça nous paraît tellement simple, donc on se dit tout le monde est comme ça, et puis en fait on se rend compte que on n'est pas non, plus objectif pour tout se juger. non, donc c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de savoir où on peut aller, quoi. Donc ne pas avoir peur de se confronter à autrui pour apprendre des nouvelles choses ou pour compléter une compétence qu'on n'aurait pas, quoi. C'est ça, en fait, si je résume un peu, si j'ai bien compris. Ça, et oser. Par exemple, le cabinet de recrutement qui m'a dit, madame, il faudra choisir entre soit le sanitaire, soit l'industrie. Si je m'arrêtais là, si je l'écoutais, je faisais soit le sanitaire, soit l'industrie. Donc je redevenais salarié. En fait, non, on peut faire d'autres sons. Donc je dis toujours dire, il y a peut-être une autre option bis, quoi.
Envisager un peu toutes Voilà. les opportunités, Ouais. possibilités, quoi. Pas se limiter à un refus ou Mm. ou un arrêt ou un non. Bah, un non, c'est qu'un non, quoi. Oui, Voilà, il y a plein d'autres possibilités derrière, donc voilà, pas se freiner, quoi. d'accord. Eh ben, écoute, très bien. Je pense que pour finir, je te proposerais de nous faire part peut-être quelques références, des choses que tu pourrais partager. Alors moi, en général, je propose des livres, des outils ou des recommandations diverses. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager en disant, tiens, bah, par exemple, ma dernière lecture ou autre chose, un outil que tu dis, ça a changé ma Euh, vie, voilà. alors, des bouquins, bah là, j'en ai amené un, enfin, en tout cas, Ah, sur la partie facilitation et atelier, qui s'appelle Passer en mode workshop agile, et où il y a pas d'accord. mal d'ateliers, il y a pas mal de. Enfin, voilà, je pense que quand on démarre en Mm. facilitation, c'est un bon bouquin. Bah après, tu sais mieux que moi, mais il y a pas mal de podcasts qui parlent de plein de sujets différents, donc c'est assez énorme. Et puis, je pense que ça monte de manière exponentielle Ouais. les sujets de podcast. Mais là, je voulais, je sais pas, aujourd'hui, un peu plus m'informer sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux. Bon, bah, j'ai trouvé un podcast là-dessus qui était assez intéressant, quoi. Donc, quand on a un sujet où on veut un peu s'informer, on peut trouver pas mal de choses. Donc, il y a les podcasts, il y a les bouquins. Ce week-end aussi, j'ai écouté des TEDx Oui. divers et variés, donc il y a ça. Euh, bah après, maintenant, vous avez plein de workshops en ligne. Je sais que j'avais fait je sais jamais si on dit un MOOC ou un MOOC, je crois que c'est un Ouais, MOOC, Ouais, MOOC, sur les cours. entre le fait par la NACT et l'EM de Grenoble ou de Lyon, je sais plus, Hmm. sur le travail, je sais pas comment ils appelaient ça, mais le travail réel, qui était super intéressant aussi. Donc, qui était assez prenant, mais et je crois qu'il était gratuit, ou si on voulait avoir la certif en bout, Hmm. on payait 60 €, donc c'est pas Ouais. non plus. Donc, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Il y a plein de ressources Ouais, il y disponibles, a c'est plein de vrai ressources. actuellement, Ouais, actuellement c'est par assez. rapport à une quinzaine d'années, c'est Mm, vrai que et puis, il y a eu le boom aussi alors il y a eu aussi peut-être l'effet rebond, c'est-à-dire de trop de webinaires, ouais. le webinaire, enfin tout le monde a été un Mm, peu sur sollicité et puis à un moment il y a eu un effet fatigue de visio, etc. Mais c'est vrai que si le format visio vous plaît pas, il y a tellement de choses qui ouais. existent, que ce soit effectivement sur YouTube, sur les différents réseaux. Tu parlais des MOOC. Il y a France Université Numérique, je crois aussi, Fun, qui fait des sujets comme ça. Il Ah y a, oui. sur Open Classrooms, vous avez des petits Oui, sujets ouais, il y a aussi. plein Enfin, de. c'est Alors, vrai que ça peut être pour des prix relativement abordables en plus, effectivement. Hein. Enfin, j'ai pas les prix, je suis maqué avec personne, c'est pas du tout pour faire de la pub, mais c'est pour dire qu'effectivement, on peut avoir, quand on est curieux, ouais. faut On pas. peut se noyer peut-être. Il y en Voilà, a oui, tellement, après, tellement. Mais après, ça peut être des sujets où vous avez, je sais pas, des fédérations, des assos, bah, comme voilà, l'agilité, par exemple, sur la Normandie, vous avez le club agile où vous pouvez avoir pas mal d'infos, vivre des expériences, ou voilà, vous avez pas mal de trucs. Donc, après, il faut réussir à choisir. Des fois, c'est peut-être pas facile parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut voilà. réussir à choisir, quoi. C'est d'arriver Donc, c'est ça. à s'auto-limiter. Mais, ouais. Mais pareil, vous pouvez faire appel à vos réseaux. Je recherche tel sujet, telle information, et puis vous aurez un retour de votre réseau, et ce qui vous permettra peut-être de choisir le bon moyen d'apprentissage, Ouais, on va dire. C'est ça aussi. tout à fait. Et puis pour conclure, Astrid, est-ce que tu aurais des événements, des projets, actualités ou à venir? Je ne parle pas forcément de tes missions clients, parce que ça, c'est plutôt Mais est-ce que tu as parlé tout à l'heure du prochain meet-up du Club Mm. Agile? Alors, le podcast n'est pas forcément temporellement bloqué, mais on peut toujours annoncer le prochain meet-up du Club Agile ou d'autres choses que tu aurais à venir. Eh ben ouais, il y a donc le meet-up du Club Agile le 8 mars à partir de 18h30, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ça se passe à Saint-Étienne-du-Rouvray. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Donc en événement? présentiel. Oui, en Il y a des présentiel. antennes, Ouais, des antennes qui les font en distanciel. Vous pouvez aller sur le site du Club Agile, mais nous, ouais, c'est en c'est présentiel. en présentiel, nous. Bah, nous deux, on va faire une conférence le C'est vrai. jeudi 19 mai Ouais. à l'IAE de Caen Mm. sur justement l'agilité et les démarches qualité. Là, comme ça, voilà. Après, j'ai envie de dire, suivez mon LinkedIn et puis vous Voilà. verrez les événements. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'émission, comme ça vous pourrez retrouver Astrid, son site, ses liens LinkedIn, Mm. etc. pour pouvoir en savoir plus, aller creuser la Oui, curiosité et puis, peut-être directement interagir avec Astrid. bien Ça volontiers. sera- Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez ouvert, hein, on peut discuter très, 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 très facilement, très, très aisément. Donc, il n'y a aucun souci. Astrid, je te remercie beaucoup Bah, merci Nicolas. pour ce moment. Si tu as quelque chose à rajouter, je ne sais pas si on a fait un bon tour des sujets, mais peut-être que tu as encore des sujets, parce que Non, là, comme il y a ça. beaucoup de ressources. Donc, Non.
comme ça, non, j'ai pas Eh ben, pas parfait. d'idée. Il n'y a pas de souci. Puis si jamais il y a des nouvelles choses, peut-être un épisode bis un jour. Ah bah Qui ouais. sait, peut-être. Dans 1 an ou 2, tu auras 25 000 cordes de plus à ton arc. On verra bien. Voilà, ça va, je vais me calmer là. Ok, bon bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, Et à merci bientôt. toi aussi. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le partager, puisque le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site deluidanslesrouages.fr, sur lequel vous pouvez vous abonner également à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement De l'huile dans les rouages. Sur ces réseaux sociaux, vous pouvez me poser des questions, me répondre, compléter mes propos, voire me contredire. Pour venir parler de ce sujet ou d'autre chose, rendez-vous sur le serveur Discord De l'huile dans les rouages, dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.